Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans le premier épisode de la saison 3 de l'Imaginoire, à l'écoute des familles. Puisque l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple est une révolution, qu'en est-il lorsque l'enfant naît déficient visuel ? À travers des reportages, des interviews et des portraits, nous irons à la rencontre des familles afin de questionner, récolter leurs témoignages et co-construire ces émissions. Pour ce premier épisode, nous vous proposons de rencontrer... Je m'appelle Cassandre, j'ai 30 ans. Alors, je suis Véronique Éloire, donc je suis la maman de 3 enfants. Alors Véronique, on la retrouvera en seconde partie d'émission, qui nous parlera de sa famille et plus précisément de son fils Maël, atteint du syndrome de Barbet-Bidol. Mais pour commencer l'émission, retrouvons Cassandre qui va nous parler de sa fille June. Je m'appelle Cassandre, j'ai 30 ans. Je suis en couple avec Grégory et nous avons une petite fille qui s'appelle June qui est née en octobre 2019. On a constaté très tôt à la sortie de la maternité qu'elle n'aimait pas la lumière et il y avait une toute petite ouverture au niveau des yeux seulement. Et elle a eu ce qu'on appelle un nystagmus à partir de 2 mois. Donc ses yeux bougent de manière anormale, de façon horizontale, qui nous a amené à consulter d'abord médecin, après ophtalmologue, et la suite des examens. C'est-à-dire que du coup, il n'y a pas qu'un médecin, donc ils ont tous leur jargon, ils ont tous leur spécialité. Alors, je tiens juste à dire qu'on a la chance d'être en France, d'avoir une prise en charge exceptionnelle, et du coup, eux, ils n'ont pas le temps de t'expliquer, ils n'ont pas le temps de... ils vont droit au but. Et j'ai compris que c'est le rôle des associations, en fait, de répondre aux doutes, aux questionnements et de prendre en considération, on va dire, les émotions et que c'était pas du tout la partie des médecins, des professionnels de santé. Plus là, il y a eu événement exceptionnel qui est le Covid, donc les conditions ne sont pas les mêmes. Il y a eu des échanges de courriers, c'est fait par téléphone. Donc du coup, ça déshumanise quand même un petit peu les relations. Et voilà, après, chaque contexte, chaque professionnel était différent, mais en tout cas, en peu de temps, donc nous, on s'en est rendu compte, elle avait 2 mois, aujourd'hui elle en a 8, donc ça veut dire qu'en 6 mois, on a une charge d'informations à trier. En plus, aujourd'hui, avec Internet, on peut pas s'empêcher de faire des recherches. Donc, du coup, on a toutes ces informations à considérer, classer. Et ça, on est seul avec ça. Après, à la suite, on se rend compte qu'il y a des associations, qu'on n'est pas tout seul. Mais quand ça nous arrive, c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment seul. Alors que c'est pas vrai, mais voilà. Et du coup, les associations vers lesquelles vous vous êtes tournés, c'est qui ? Et comment vous les avez trouvées ? Alors, sur Facebook, en faisant des recherches sur tout ce qui est malvoyance, troubles visuels, il y a une page Facebook qui s'appelle « Élever un enfant déficient visuel ou aveugle ». Au début, on lit toutes les publications, on cible, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des profils qui sont un peu pareils, donc on va leur poser des questions pour avancer, etc. Après, il y a le camésop. Il s'est avéré que quand on a fait notre entrée, il y avait une connaissance au papa de June, donc du coup, forcément, ça facilite la relation et voilà quoi. T'aurais pu faire un gazouillis au lieu d'un P pour accueillir le public. Tu me disais que vous aviez fait donc une batterie d'examens, mais vous n'avez pas encore toutes les réponses. Mais est-ce que vous situez à peu près la manière dont elle perçoit le monde visuellement ? Oui, il y a eu énormément de progrès en 4 mois. Elle suit du regard, elle fixe, même si c'est difficile avec le nystagmus.
On pense qu'il y a un certain écart avec les choses et qu'elle voit une chose à la fois. Il n'y a sans doute pas de vision périphérique. Voilà, le noir et blanc, on sait qu'elle le voit, les couleurs aussi, mais ça dépend un peu du contexte, ça dépend de sa fatigue, ça dépend de pas mal de choses. Elle a aussi ce qu'on appelle un torticolis, c'est-à-dire qu'elle va avoir une position de tête qui va l'aider à positionner ses yeux pour voir. Donc elle, ça va être en arrière et les yeux vers le bas. Voilà, il y a des enfants, c'est sur le côté, et ça, faut faire attention parce que justement, après, à terme, ça peut provoquer d'autres problèmes. Donc tout ça, on le voit et on voit les progrès. On aura sans doute, comme je vous disais, pas forcément de réponse ou de diagnostic dans les mois qui viennent. Si c'est une maladie génétique, avec l'exome génétique, ça peut prendre des années. Donc voilà. Mais la suite, c'est d'essayer des lunettes et c'est de reprendre des dimensions. Sauf qu'il faudra à nouveau l'anesthésier. Donc d'ici... c'est 1 an, elle aura normalement une prise de mesure et j'espère des lunettes, au moins pour voir s'il y a possibilité d'améliorer. Être parent d'un enfant handicapé ou être handicapé soi-même conduit inévitablement à devoir se familiariser avec un jargon médical et à une tonne de sigles et d'acronymes. Et c'est justement ce que Cassandre voulait nous faire partager maintenant. L'idée, c'était de pouvoir rendre compte au public, aux auditeurs, l'importance des mots et comment nous, en tant que parents, on les a perçus. C'était un petit peu un langage de chinois. Et du coup, ça, voilà, ce qui nous mettait carrément perplexes, parce que c'est des professionnels de santé qui disent ça de manière tellement ordinaire et anodine que voilà, c'est un petit peu pas traumatisant, mais voilà, on reste un petit peu choqués et je voulais rendre compte de tout ça. Et... À tes souhaits, ouais, parce qu'on est... Ça, c'est le chien. Voilà. Apage, Cams, Camésope, S3AS, Cessade, Safep, AEEH, AJPP, MDPH, PCH, ERG, EECJ, ECG, AG, PL, PEV, PEA, EMG, IRM, IRM, scanner, prise de sang, prise de sang, prise de sang, prise de sang, prise de sang. Test urinaire, exome, génome, fond d'œil, fond d'œil, fond d'œil, fond d'œil, fond d'œil, fond d'œil. Médecin, pédiatre, ophtalmologue, ophtalmologiste, orthoptiste, professeur, neuropédiatre, anesthésiste, infirmier, puéricultrice, assistante, kinésithérapeute, généticien, psychomotricien, ergothérapeute, assistante sociale, éducateur spécialisé, psychologue, malvoyant, déficient visuel, aveugle, cécité, handicap, trouble de la vision. Nystagmus, strabisme, microphthalmie, microcéphalie, hypotonie axiale, hypertonie périphérique, membrane du corps calleux, nerf optique, retard psychomoteur, atrophie. Atropine, atropine, atropine. Calinox. Syndrome de Beauvieux. Maladie de Leber. Maladie de Stargardt. Albinisme oculaire. Idiopathie. Hop Toys.
sensoriel, oxybule, vibration, lumineux, noir et blanc, sonore. Hospitalisation, consultation, rendez-vous, observation, bilan et séance. Vous êtes bien à l'écoute de l'Imaginoire. On remercie Cassandre pour son témoignage. Bien sûr, nous la retrouverons, ainsi que sa fille June, dans une prochaine émission. Nous vous proposons maintenant de partir à la rencontre de Véronique, qui va nous parler de son fils Maël. Alors, je suis Véronique Éloire, donc je suis la maman de 3 enfants. J'ai 2 grands ados, donc un de 18 ans, une de 16 ans, et j'ai un petit dernier qui s'appelle Maël, et donc qui commence à devenir déficient visuel à cause d'un syndrome qui s'appelle le syndrome de Bardet-Biedl. Bon, Maël avait 5 ans quand on a posé ce qu'on appelle un diagnostic génétique sur la maladie de Maël. Donc pendant les 5 premières années, on s'est posé beaucoup de questions, parce que c'est un enfant qui est né avec des doigts en trop, des orteils en trop. Il est né avec une hypotonie. Alors l'hypotonie, c'était un enfant qui était mou, qui avait du mal à tenir sa tête, qui réagissait avec 2 temps de retard, qui avait du mal qui était pas très tonique, voilà, qui manquait de tonus, qui avait aussi du mal à parler, qui a eu du mal à s'asseoir, qui a eu du mal à marcher. Il s'est tenu assis à 15 mois, il a marché à 26 mois. Donc tous ces retards faisaient qu'on se posait beaucoup de questions. Maël, demain, est-ce que tu es content de retourner à l'école? Ah oui, Qu'est-ce que tu vas faire à l'école? rouler. Tu vas jouer et tu vas retrouver qui? L'or, criait, non, peut-être, et criait. Ça, c'est tous les éducateurs. Tu viens de donner tout le nom des éducateurs. Et mes amis aussi. Et tes amis aussi. Eh oui. Les pédiatres vous disent non, mais il faut attendre, jusqu'à 3 ans, l'enfant il a le droit d'être un peu mou, d'être un petit peu plus lent que les autres, donc on va pas se poser de questions, on va pas s'inquiéter. Il a commencé à prendre du poids de manière un petit peu bizarre. Enfin, c'était pas en relation, en tout cas avec ce qu'on lui donnait à manger. Il était très rond, il est né, il faisait déjà 4 kilos et il a continué à prendre du poids de manière exponentielle. Alors les pédiatres mettaient ça sur le fait que je cuisinais mal ou que je lui donnais trop. Donc on s'est posé beaucoup de questions comme ça. Bon, on l'a laissé un peu grandir et puis vers 4 ans, on a vraiment dit il faut poser un diagnostic génétique, et à 5 ans, parce que ça prend 1 an à peu près d'avoir un résultat, sachant que, comme c'est un syndrome qui n'est absolument pas connu, personne m'a dit tiens, ça pourrait ressembler au syndrome de Bardet-Biedl. C'est moi qui ai regardé sur internet les symptômes qu'avait mon fils, qui est trouvé sur, je sais plus si c'est Doctissimo ou Wikipédia, mais l'un des deux c'est très bien. Voilà, plusieurs syndromes qui s'apparentaient aux symptômes qu'il présentait. Et tu vas prendre le bus pour aller à l'IME. Et, Qu'est-ce qu'il faudra mettre et dans le bus? après à la maison. Oui, après tu rentres à la maison. Et qu'est-ce qu'il faudra mettre dans le bus qui est important? Maman. Un masque, voilà. Oui. Et tu vas choisir la couleur du masque? Oui. Rouge. Pourquoi rouge? C'est ma couleur préférée. C'est ta couleur préférée, d'accord. Le syndrome de Bardet-Biedl en soi, pour poser un peu ce que c'est. Donc orteil, doigt surnuméraire à la naissance, hypotonie, surpoids. Il peut y avoir des problèmes de reins, il peut y avoir des problèmes de cœur. On a surtout, c'est on va dire un peu le symptôme totem de Bardet-Biedl, c'est la déficience visuelle. Donc ça, c'est quelque chose où là maintenant, ça commence à poser problème. C'est-à-dire qu'on savait qu'on allait vers ça, c'est-à-dire ils sont tous atteints
tous une rétinite pigmentaire. Donc la rétinite pigmentaire, c'est une atteinte de la rétine qui fait que vous perdez d'abord votre vision nocturne et votre champ périphérique. C'est comme si votre œil se fermait en fait. Vous avez une vision ce qu'on appelle tubulaire, comme si vous voyiez dans un tube. Et au fur et à mesure que l'enfant grandit, le tube se ferme jusqu'à se fermer complètement. Donc, et il y a un autre symptôme du syndrome qui n'est pas commun à tous, mais en tout cas ça arrive. C'est de la déficience intellectuelle, ce qui est le cas de mon fils. Donc il évolue tout doucement. Alors d'aujourd'hui, c'est un petit bonhomme de 9 ans et demi, mais qui pense dans sa tête comme un enfant de 3-4 ans, qui donc du coup évolue très doucement. Il est toujours pas propre. Il a des grosses difficultés pour s'exprimer. Donc quand on n'est pas dans le contexte, c'est un peu difficile d'avoir une conversation avec lui, surtout qu'elle est relativement limitée puisque il a un rapport simple avec l'autre. Il fait pas de conversation très compliquée, ça tourne un peu autour de son monde, même s'il comprend plein de choses et qu'il est assez autonome, ça n'empêche que il ressemble pas du tout à un enfant de 9 ans et demi, quoi. Donc nous, on a cette double peine entre guillemets, c'est que on sait qu'à terme, il perd de plus en plus la vue, il voit de plus en plus mal la nuit ou même en pénombre. Il voit déjà plus rien, il se cogne, il voit pas, il a peur, donc il veut pas avancer, il se bloque. Voilà, donc c'est compliqué même de sortir, même tout bêtement pour faire des courses, et de sortir d'un magasin à 5h du soir en plein hiver parce que il verra pas la voiture, parce qu'il a besoin d'aide pour avancer. Et le champ visuel aussi, on voit bien quand c'est pas dans son tube en fait, il cherche ses jouets, il cherche sa fourchette, il voit pas. Et on sait que petit à petit, ça va être encore de plus en plus dur. Et qu'en plus, lui, il n'a pas la compétence de comprendre ce qui se passe, puisqu'en plus, par sa déficience intellectuelle, il n'a pas pu suivre une scolarité normale, donc il est en institut médico-éducatif qu'on appelle un IME. Et le fait qu'il soit déficient fait que on se pose la question, nous, en tant que parents, de se dire, il est déficient, intellectuel, et en plus, il verra peut-être rien. Ça va être quoi sa vie, en fait ? Et du coup, il existe une association dédiée à ce syndrome. Tu es devenue présidente de cette association. Alors est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe ? Alors l'association, elle existe depuis 2004. J'ai contacté le président de l'époque, je pense le jour même ou le lendemain où j'ai appris que Maël avait été porteur du syndrome. Mais j'ai pas rejoint tout de suite l'asso. Parce que je pense que j'ai fait une petite déprime tout simplement pendant 2 ans et que j'avais pas spécialement envie de voir d'autres enfants comme Maël. Enfin, je voulais pas voir son avenir. Il avait 5 ans, il était petit, ça a pris beaucoup de place. J'étais pas prête à me prendre la vérité en pleine face. Donc j'ai mis peut-être 2 ans à faire mon petit cheminement comme ça. Et puis le président de l'association à l'époque est revenu vers moi pour me demander si je voulais faire partie du conseil d'administration. Puis petit à petit, en discutant, pourquoi pas aller plus loin, puisque lui souhaitait passer la main de la présidence. C'est tombé un peu comme ça. Je me sentais prête parce que j'avais besoin de faire quelque chose à l'époque pour Maël, parce que je connaissais pas encore les autres porteurs du syndrome. Donc moi, j'ai été élue présidente de l'asso en novembre 2018. Donc c'est l'association qui regroupe vraiment la maladie au niveau national France. Mais une fois maintenant que je connais effectivement les adhérents, les gens, les avoir vus, leurs enfants, eux-mêmes, les porteurs du syndrome, etc. Après on fait pour tout le monde parce que on a envie d'aider et on a envie de faire quelque chose pour cette maladie et de faire en sorte que les gens aient plus de confort de vie ou de donner de l'espoir aux parents pour leurs enfants pour plus tard. Donc on essaye de mettre en place plein de choses, du réseau, des contacts, de lever des fonds pour subventionner des projets de recherche. On a une équipe à Strasbourg avec un professeur qui s'occupe de notre syndrome depuis de nombreuses années, qui connaît le syndrome sur le bout des doigts et qui est le centre de référence de notre syndrome. Donc on s'appuie aussi beaucoup sur leur expertise et on essaye de développer la connaissance. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que les gens sachent que ça existe parce qu'on a appris
que le syndrome est tellement particulier et les symptômes sont tellement différents d'une personne à une autre qu'on peut passer à travers. C'est-à-dire que j'ai des adhérents qui ont découvert qu'ils étaient porteurs du syndrome à 35 ans, par hasard, par rapport à leur rétinite pigmentaire, par exemple. Tous les autres symptômes étaient passés à l'as. Les doigts surnuméraires, on avait mis ça sur le compte à pas de chance. Voilà, c'était vraiment, ils ont avancé comme ça dans la vie jusqu'à ce que le diagnostic tombe parce que problème visuel. Voilà, on a plein d'exemples comme ça où on se dit qu'il y a peut-être des gens qui s'ignorent, qui ont peut-être ce genre de symptômes, ça existe, et qui ne savent même pas encore qu'ils ont cette maladie-là, et qui sont peut-être pas forcément bien pris en charge autour de cette maladie, parce que pour la rétinite pigmentaire, voilà, il y a quand même un suivi, des filtres à mettre, d'aller voir des gens spécialisés dans la basse vision pour les problèmes de reins. Enfin, c'est quand même bien de savoir, d'avoir un diagnostic de posé pour avoir une vraie prise en charge autour de ça, quoi. On vous propose pour terminer l'émission de retrouver Clément. Clément Chélan fait partie de l'équipe de l'Imaginoire depuis le tout début du projet. Et à chaque fois, il nous fait partager son point de vue philosophique. Et Thierry a une question à lui poser. Oui, Clément, j'aimerais bien avoir ton sentiment, car après avoir écouté le témoignage de ces deux mamans qui déploient une énergie folle pour aider leur enfant, pour obtenir des informations, j'ai l'impression que c'est un véritable parcours du combattant pour elles. J'aimerais bien avoir ton avis. Merci Thierry pour ta question. Le rôle du médecin, c'est pas la communication, et son rôle premier, c'est de boxer la maladie. C'est une lutte contre la maladie. Pour cela, il emploie le langage de la maladie. C'est ce qu'on appelle le jargon, péjorativement, mais c'est plutôt une terminologie. Il est normal, à mon avis, que quelqu'un qui a une spécialisation ait une terminologie. Un mécanicien, un boulanger, un maçon. Il en va de même du médecin. Le problème, c'est pourquoi il utilise toujours cette terminologie, ce qui empêche donc la maman de comprendre. Il me semble qu'on ne sait pas trop le rôle premier du médecin. Ce n'est pas la communication, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un philosophe, ce n'est pas un pédagogue. Son rôle à lui, c'est de boxer la maladie. Et une maman pose une question, le médecin est embarrassé. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas appris à parler. Alors moi, j'aurais peut-être deux petits conseils à donner aux mamans. D'acheter un cahier pour l'enfant et de marquer tout ce qui est relatif pour que l'enfant aille mieux. La maman, elle est dans un souci de clarté. Elle veut être éclairée, elle veut comprendre. Le médecin, lui, il est dans un souci de rapidité et souci de clarté. Alors on peut concilier les deux. Ce que je conseille à la maman, c'est de prendre son cahier, de marquer ses préoccupations, ses questions et ses interrogations et de venir avec le cahier en entretien. Et le médecin, là, il va remarquer premièrement que la maman, elle est organisée, qu'elle a préparé ses questions et que quelque part, elle ne baisse pas les bras. Elle veut lutter contre la maladie, et il va voir en elle un allié. La deuxième remarque, il va se dire, celle-là, j'ai intérêt d'être clair parce qu'elle ne va pas lâcher le morceau. Donc le fait de préparer les questions, premièrement, ça vous permet de poser vraiment vos interrogations, et deuxièmement, ça oblige en quelque sorte le médecin à être clair. Et s'il n'est pas clair, vous lui faites répéter. Et s'il y a un mot que vous ne comprenez pas, vous le marquez sur le cahier et par la suite, vous allez pouvoir voir sur Internet, par exemple, la définition du mot. Autre petit conseil, c'est de venir avec un petit dictaphone, un enregistreur et d'enregistrer la conversation. Et une fois arrivé chez vous, vous vous remémorez l'entretien sans écouter l'enregistrement. Vous marquez les réponses que vous avez comprises sur le cahier. Et une fois que ces réponses sont marquées, à ce moment-là, vous écoutez l'enregistrement et vous voyez si ça coïncide. Parce que souvent, dans un entretien, on est un peu distrait ou on n'est pas en état d'entendre ou de comprendre parce qu'on est dans une tristesse, par exemple. Et là, vous voyez si ce que vous avez compris de l'entretien et si l'entretien lui-même coïncide. Et s'il y a d'autres questions, vous les marquez sur votre cahier. Alors, ça paraît rien, mais c'est énorme, parce que ça oblige le médecin à être clair, ça vous oblige, vous, à être posé et à comprendre aussi. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez les émissions, ainsi que des enregistrements inédits et plus d'informations en nous rendant visite sur notre page Facebook, le facebook.com/l'imaginoire, LIMAGINOI.
L'Imaginoire est une émission proposée par l'association Résonance et soutenue par la CAF Drôme, la Fondation La Française des Jeux et l'Archipel des Utopies. À bientôt pour une prochaine émission.